Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. On continue toujours avec les cours d'immunologie pratique. Dans la vidéo précédente, on a vu qu'une méthode immunologique ou immunochimique, c'est toute méthode qui permet la mise en évidence du complexe antigène-anticorps. Ces techniques immunologiques peuvent être divisées en deux catégories selon l'utilisation ou pas d'un marqueur ou un traceur. On a des techniques immunologiques utilisant un marqueur et des techniques immunologiques n'utilisant pas un marqueur. On a commencé par les techniques immunologiques n'utilisant pas un marqueur. Les réactions immunologiques n'utilisant pas un marqueur sont principalement de deux types. On a des réactions d'agglutination et des réactions d'immunoprécipitation. Dans la vidéo précédente, on a vu en détail les réactions d'agglutination et cette fois-ci, on verra, Inch'Allah, les réactions de précipitation. On va d'abord commencer par voir des généralités sur l'immunoprécipitation. Qu'est-ce qu'une immunoprécipitation? Les caractéristiques et les acteurs de cette réaction. Et puis, en deuxième lieu, on verra les principaux réactions d'immunoprécipitation. La définition d'une technique d'immunoprécipitation. Une technique d'immunoprécipitation, c'est une technique qui va nous permettre de mettre en évidence un complexe antigène-anticorps dont l'antigène est une molécule soluble. Cette réaction d'immunoprécipitation va se dérouler en trois étapes. La première étape, c'est la liaison de l'anticorps avec l'antigène soluble ou moléculaire. La deuxième étape, c'est la formation d'un réseau. La formation d'un réseau de complexes humains. La formation de réseaux formés par les complexes humains se fait seulement en cas d'équivalence entre la quantité d'anticorps et d'antigènes. Cette notion est bien expliquée par la courbe de précipitation, ou bien ce qu'on appelle le phénomène de Prozone. Si on met dans un tube, par exemple, des anticorps et des antigènes, la concentration des anticorps, elle est beaucoup plus importante que la concentration des antigènes. Un petit nombre d'anticorps vont fixer les antigènes et on n'aura pas la formation de réseau. Également, si on fait la même réaction avec un excès d'antigènes, chaque anticorps va fixer deux antigènes et on n'aura pas la formation de réseau. Les réseaux de précipitation vont se fermer seulement à la zone d'équivalence entre la quantité d'antigènes et la quantité d'anticorps. Donc la deuxième étape, c'est la formation de réseaux de complexes humains. La dernière étape, c'est l'agrégation de ces réseaux et qui va former le précipité visible à l'œil nu. Donc on a vu la définition de l'immunoprécipitation, les étapes. Les principaux acteurs de cette réaction sont l'antigène. On a dit que l'antigène doit être absolument moléculaire ou soluble, par exemple des hormones sériques, des protéines sériques, des antigènes viraux, etc. Les anticorps, eux, ils doivent être polyclonaux, c'est-à-dire ils peuvent avoir des paratopes différents. Maintenant, on passe à la deuxième partie, qui est les principaux techniques d'immunoprécipitation. Les techniques d'immunoprécipitation vont être, on peut les diviser en deux catégories selon le milieu dans lequel elles vont se reproduire. On a des techniques d'immunoprécipitation qui se font en milieu liquide et des techniques d'immunoprécipitation en milieu gélifié. Les techniques d'immunoprécipitation en milieu liquide sont au nombre de 3. On a le test de l'anneau, l'anéphélimétrie et la turbidémétrie. L'immunoprécipitation en milieu gélifié, ces techniques sont au nombre de 7. On a l'immunodiffusion double ou la technique d'Austerlony, l'électrocinérèse ou l'immunodiffusion double pulsée,
l'immunodiffusion radiale ou la méthode de Mencini, l'électro, pardon, l'électro-immunodiffusion de l'oral, l'immunoélectrophorèse, l'immunofixation et à la fin l'immunosélection. Dans la partie qui suit, on verra chaque technique en détail. Pour chaque technique, on verra le principe de la technique, la méthode de réalisation et les principaux exemples ou applications de cette technique. On commence d'abord par les techniques d'immunoprécipitation en milieu liquide. La première technique, c'est le ring test ou le test à l'anneau. Le principe de cette technique, le test de l'anneau ou le ring test, c'est une technique d'immunoprécipitation qui se fait en milieu liquide. C'est une technique qualitative, c'est-à-dire elle va nous permettre d'affirmer l'existence ou l'absence d'un antigène ou d'un anticorps dans une solution donnée, mais il ne permet pas de quantifier ou doser cet antigène ou cet anticorps. Ça, c'était le principe. Maintenant, la méthode de réalisation. On va prendre un tube, on met dans ce tube des antigènes et des anticorps. Les antigènes et les anticorps vont diffuser passivement dans le liquide. À la zone d'équivalence entre la quantité d'antigènes et la quantité d'anticorps, on aura la formation de réseaux tridimensionnels. Ces réseaux vont s'agréger, ils vont former un précipité sous forme d'un anneau. Ça, c'était la méthode de réalisation. Les applications de ce test d'anneau, il a principalement deux applications. La première application, c'est le suivi d'une hyperimmunisation par la recherche des anticorps dans les solutions ou dans les sérums. La deuxième application, c'est de détecter les fraudes alimentaires pour, par exemple, vérifier la présence de germes dans des aliments. On va mettre les anticorps entre ce germe. On va mettre l'aliment. Les deux acteurs vont diffuser et à la zone d'équivalence, on aura la formation du réseau. Si on aura la formation d'un anneau, le ring test, il est positif et l'aliment donné contient le germe. Ça, c'était le ring test ou le test de l'anneau. On passe à la néphélimétrie et la turbidémétrie. En ce qui est du principe de la néphélimétrie et de la turbidémétrie, ce sont des réactions d'immunoprécipitation qui se font en milieu liquide. Ces techniques sont des techniques quantitatives. Ils vont nous permettre de doser ou de quantifier les antigènes et les anticorps dans une solution donnée. Ça, c'était le principe. Maintenant, la technique de réalisation ou la méthode de réalisation, on va prendre un tube, on va mettre dans ce tube des anticorps et des antigènes. Ces anticorps solubles vont former avec les antigènes des précipités. Et puis on va faire traverser ce tube par un rayon lumineux ou un faisceau laser I0. Au passage ou bien à la rencontre avec les précipités, ce rayon lumineux ou ce faisceau lumineux va se diviser en deux parties. Une partie de la lumière qui sera transmise transversalement et une partie qui va diffuser, c'est la lumière diffusée selon un angle alpha. On va placer un détecteur qui va mesurer la quantité de la lumière transmise par rapport à la lumière incidente I0. On appelle cette technique la turbidémétrie.
Le deuxième appareil va, va mesurer la quantité de la lumière diffusée. C'est l'anéphilémétrie. Ça, c'était la méthode de réalisation. L'application de ces deux techniques, la turbidimétrie et l'anéphilémétrie, c'est le dosage des protéines dans les liquides biologiques, c'est-à-dire le dosage des protéines sériques, rachidiennes, urinaires, etc. Ce test, il a une sensibilité de 0,5 g par litre, c'est-à-dire il peut détecter des solutions de protéines d'une concentration de 0,5 g par litre. On a terminé avec la technique d'immunoprécipitation en milieu liquide. On passe à l'immunoprécipitation en milieu gélifié. C'est le même principe, la diffusion des antigènes et des anticorps dans le milieu. La seule différence, c'est que le milieu dans ce cas sera représenté par un gel. Principalement, on utilise le gel d'agarose. Le gel d'agarose, c'est une substance issue de l'agar-agar qui est un algue marin, par halib. Pourquoi on choisit préférentiellement ce gel? Puisqu'il est, en premier lieu, il est inerte chimiquement, il ne va pas avoir des réactions avec les antigènes ou les anticorps. Il est visqueux à 50 degrés et solide à 37 degrés, ce qui va nous permettre d'inclure des antigènes et des anticorps dans ce gel sans qu'il soit dénaturé. Et à la fin, il est transparent, ce qui permet l'observation de la réaction et de la formation des précipités. Les solutions où les anticorps et les antigènes vont diffuser dans ce gel, soit par diffusion simple, grâce aux forces qui existent, les forces attractives et répulsives qui existent entre les anticorps et les antigènes, ou bien ils vont ils vont avoir une diffusion pulsée ou accélérée par l'application d'un champ électrique de part et d'autre. À la zone d'équivalence de concentration des antigènes et des anticorps, on aura la formation d'une ligne de précipitation. Les techniques d'immunoprécipitation au milieu gélifié, on a dit, ils sont au nombre de 7. On va voir pour chaque technique, le principe, la méthode de réalisation et les applications. On commence d'abord par l'immunodiffusion double ou la technique de Sterloni. En ce qui est de la méthode de réalisation, on va mettre sur une plaque, sur une plaque qui contient un gel d'agarose, on va mettre dans un premier puits les antigènes. Dans le deuxième, on va mettre les anticorps. Les antigènes et les anticorps vont migrer ou diffuser passivement et on aura une formation d'une ligne de précipitation à la zone d'équivalence. On appelle cette technique, ce test d'Oesterlony, l'immunodiffusion double, puisque c'est les anticorps et les antigènes, les deux, l'anticorps et l'antigène, les deux vont migrer. Ça, c'était la technique de réalisation. En ce qui est du principe, le test de Sterloni, c'est une immunoprécipitation en milieu gélifié, qui est basé sur la diffusion simple des anticorps et des antigènes. Cette technique ou ce test, c'est un test qualitatif. Il va nous permettre d'affirmer l'existence ou l'absence des antigènes et des anticorps. Il ne permet pas le dosage ou la quantification de ces acteurs. La deuxième, c'était le premier intérêt ou la première application du test de Sterloni, l'analyse qualitative des solutions d'antigènes et d'anticorps. L'exemple de cette application, c'est la recherche de la protéine de Bence-Jones dans les urines.
La protéine de Benz-Jones, c'est une chaîne légère d'immunoglobulines. En cas de syndrome lymphoprolifératif, vous allez le voir dans les derniers cours en immunopathologie, le syndrome lymphoprolifératif, on aura l'augmentation de la concentration de cette protéine qui est la protéine de Benz-Jones ou la chaîne légère d'immunoglobulines dans les urines. La recherche de cette augmentation de la protéine de Benz-Jones dans les urines se fera par le test d'Uster-Luni. On mettra dans le puits central des anticorps antigènes légères et dans un puits périphérique, on mettra les urines du patient. Si on aura la formation d'une ligne de précipitation, ça confirme l'existence de la protéine de Benz-Jones dans les urines du patient. Ça, c'était la première application du test d'Uster-Luni. La deuxième application, c'est l'étude de relations entre des antigènes différents. Je m'explique. Si on mettra par exemple dans un puits central un anticorps anti-antigène 1, on mettra deux solutions d'antigène dans un premier puits et dans un deuxième puits. Si la ligne de précipitation qui se forme entre le puits central et ces deux puits périphériques est une ligne continue, on dit que les antigènes présents dans le premier puits et dans le deuxième puits sont identiques. Une ligne de précipitation continue indique une identité totale entre les antigènes présents dans le premier puits et le deuxième puits. Si par contre les lignes de précipitation vont se croiser, ça veut dire que les antigènes présents dans le premier puits et le deuxième puits sont totalement différents. On parle d'absence d'identité entre les antigènes présents dans le puits numéro 1 et le puits numéro 2. Si par contre on met dans un puits central des anticorps anti-antigène 1 et antigène 2 et que cet épitope est présent à la surface de deux antigènes différents, l'antigène A et l'antigène B. Ces deux antigènes possèdent le même épitope, l'épitope numéro 2. La ligne de précipitation, les deux lignes de précipitation vont partiellement se croiser. On parle d'identité partielle entre l'antigène A et l'antigène B. On appelle ça la formation d'éperon. Donc le test d'Uster-Luni permet l'étude des relations entre des solutions d'antigènes différents. Ça c'était le test d'Uster-Luni. Donc on a vu l'immunodiffusion double, non pulsée, bien l'immunodiffusion simple. Maintenant, si on veut accélérer cette immunodiffusion double par un champ électrique, on parle d'électrocinérase. Donc l'électrocinérase, c'est une immunodiffusion double pulsée par un champ électrique. Le test d'Uster-Luni, c'est une immunodiffusion double non pulsée ou on dit une immunodiffusion simple. L'électrocinérase ou la contre-immunoélectrophorèse. La technique de réalisation, on a dit que c'est la même technique avec le test d'Uster-Luni. Sur une plaque qui contient un gel d'agarose, on mettra dans un premier puits des anticorps, dans un deuxième puits des antigènes. La seule différence, c'est que dans ce cas, on va appliquer un champ électrique de part et d'autre. Le champ électrique va engendrer la migration des anticorps vers la cathode et la migration des antigènes vers l'anode. À la zone d'équivalence, on aura la formation d'une ligne de précipitation. Ça, c'était la technique. Le principe,
L'électrocinérase, donc c'est une immunoprécipitation en milieu gélifié. C'est une technique pulsée ou accélérée, c'est une immunodiffusion double. Les anticorps et les antigènes vont migrer et qui est pulsée ou accélérée par un champ électrique. C'est un test aussi qualitatif qui va nous permettre d'affirmer l'existence d'antigènes ou d'anticorps dans des solutions données. En ce qui est maintenant des applications de l'électrocinérase, elle est appliquée pour la recherche d'auto-anticorps anti-antigènes nucléaires solubles dans le sérum. Certains patients ont dans le sérum تاعهم des auto-anticorps. Les auto-anticorps, ils sont dirigés contre les antigènes nucléaires solubles. Par exemple, le SSA, le SSB, le SNRMP, tous ces antigènes sont des antigènes nucléaires solubles. Pour rechercher ces auto-anticorps, on va mettre d'abord ces antigènes nucléaires, on va mettre dans le deuxième puits le sérum du patient. Ça, c'est le patient numéro 1, sérum numéro 2, sérum numéro 3, etc. Si on aura une formation d'une ligne de précipitation entre les antigènes nucléaires solubles et le sérum du patient, ça prouve l'existence des auto-anticorps anti-antigènes nucléaires solubles dans le sérum du patient. La deuxième application, c'est la détection de l'antigène HBs ou l'anticorps anti-HBs. L'antigène HBs, c'est un antigène ou c'est un paratope présent à la surface du virus de l'hépatite B. Le virus de l'hépatite B, sur sa surface, il présente beaucoup de paratopes. On a l'HBe, l'HBs, etc. La détection de l'antigène HBs peut se faire par électrocinérase. Également, la détection de l'anticorps anti-HBs peut se faire par électrocinérase. إذا كنا نحوسوا على l'antigène HBs في le sérum, on va mettre des anticorps anti-HBs. إذا كنا نحوسوا على l'anticorps anti-HBs في le sérum, نحطوا هنايا des antigènes HBs. Donc ça, c'était l'électrocinérase, la technique de réalisation, le principe et les applications. Donc on a vu l'immunodiffusion double simple, l'immunodiffusion double pulsée par un champ électrique. Maintenant, on va voir l'immunodiffusion radiale simple, qui est la technique de Mencini, et l'immunodiffusion radiale pulsée, qui est la technique de l'oral ou la technique des roquettes. On commence d'abord par la technique de Mencini ou l'immunodiffusion radiale. La différence entre l'immunodiffusion radiale et l'immunodiffusion simple, c'est que l'immunodiffusion simple, l'immunodiffusion double, le gel il est vierge. Il ne contient ni des anticorps ni des antigènes incorporés. L'immunodiffusion radiale par contre, le gel il sera incorporé par des anticorps. Donc la technique de réalisation, le test de Sterloni ou l'électrocinérase, حطينا في un premier puits l'antigène, le deuxième puits on a mis les anticorps. Dans le cas, on va mettre dans tout le gel sera incorporé par les anticorps. Et on va mettre dans des puits des solutions d'antigènes de concentration connue. Pardon. De concentration connue, par exemple dans un premier puits, première solution d'antigène, deuxième solution, troisième solution, et dans un dernier puits, on va mettre la solution, une solution dont on veut déterminer la concentration de l'antigène fait de la solution. Bien sûr, le gel il est incorporé d'anticorps. On a mis l'antigène. Les antigènes vont diffuser et cette fois-ci la diffusion des antigènes va se faire selon un rayon constant
on aura la formation ou l'apparition d'anneaux de précipitation. On avait la formation d'une ligne de précipitation. Maintenant, on aura la formation d'anneaux de précipitation. Pour chaque puits, on a la concentration qui est la concentration les antigènes le puits qui est déterminée préalablement et on va mesurer le rayon ou le diamètre de l'anneau de précipitation et on va dessiner une courbe qu'on appelle la courbe d'étalonnage. La courbe qui détermine la concentration des antigènes en fonction du diamètre ou des rayons des disques. On mesure dans un deuxième lieu le rayon ou le diamètre de l'anneau de précipitation pour la solution qu'on veut doser l'antigène. Par extrapolation, on obtient la concentration de l'antigène dans cette solution. Ça, c'était la technique de réalisation. En ce qui est du principe, donc l'immunodiffusion, le test de Mancini ou la technique de Mancini, c'est une immunoprécipitation en milieu gélifié. C'est une immunodiffusion radiale simple, non pulsée par un champ électrique. Et c'est un test qui est quantitatif. Quantitatif, maintenant, il nous permet de quantifier ou de doser les antigènes, la concentration des antigènes dans la solution. Ce test, c'est vrai, il est très sensible. Il détecte des protéines ou des antigènes de concentration très faible, de 50 mg par litre. Mais malheureusement, c'est une technique très lente. Elle dure 18 heures pour que les précipités se forment. Pour accélérer cette technique ou pour accélérer la réalisation la formation de ces anneaux de précipitation, on va appliquer un champ électrique. La technique de Mancini, qui est l'immunodiffusion radiale, on applique un champ électrique pour l'accélérer, on obtient la technique des Lorentz ou la technique des roquettes. Donc la méthode de réalisation, c'est la même. On applique seulement un champ électrique de part et d'autre. Au lieu d'avoir des anneaux de précipitation, cette fois-ci, on aura la formation de pics. La formation de pics, ou on les appelle des roquets ou des obus. Et cette fois-ci, on va, pour chaque solution, pour chaque puits, on a la concentration qui est déterminée préalablement et on mesure la hauteur des pics. On dessine ou on trace la courbe d'étalonnage. Par extrapolation, on peut avoir la concentration de l'antigène dans la solution X. Donc, c'est en ce qui est du principe de l'électro-immunoquantification ou la méthode de l'oral, ou on l'appelle également la technique des roquettes. C'est une immunoprécipitation au milieu gélifié qui est basée sur une immunodiffusion pulsée ou accélérée par un champ électrique. L'application de ces deux techniques, on a dit, c'est le dosage des protéines. Donc, on a vu l'immunodiffusion double non pulsée et l'immunodiffusion double pulsée, l'immunodiffusion radiale non pulsée et l'immunodiffusion radiale pulsée. Il nous reste trois techniques, l'immunoélectrophorèse, l'immunofixation et l'immunosélection. L'immunoélectrophorèse. Pour comprendre la méthode de réalisation de l'immunoélectrophorèse, on va faire un petit rappel sur l'électrophorèse des protéines. L'électrophorèse des protéines, en milieu gélifié, dans un gel d'agarose ou l'acétate de cellulose, on va déposer des protéines. Et on va appliquer de part et d'autre un champ électrique. Les protéines, après l'application du champ électrique, les protéines vont migrer selon leur charge et leur taille. Et on a le dépôt
dans des régions différentes de ces protéines selon leur charge et leur taille. Après coloration, on aura la formation de bandes. Dans la coloration, la densité de coloration sera différente en fonction de la concentration de chaque protéine, c'est-à-dire la région. Un système informatique va mesurer la densité de la coloration في chaque bande et on aura le tracé électrophorétique. Dans le tracé électrophorétique, on a la représentation, on représente les différentes concentrations des protéines sériques. عندنا principalement la première bande c'est la région, pardon. La première bande, c'est la région des albumines. La deuxième, c'est les alpha-globulines, la bêta-globulines et les gamma-globulines. La région des albumines, فيها les albumines. Alpha 1, فيها principalement l'alpha 1 antitrypsine et l'eurosome mycoïde. L'alpha 2, فيها principalement l'alpha 2 macroglobuline et l'aptoglobuline. La région des bêta-globulines fera le C3, la fraction C3 du complément et la transférine, ou la région gamma fera les immunoglobulines, les IgG, les IgA et les IgM. C'est l'électrophorèse normale des protéines. Donc à l'immunoélectrophorèse, la méthode de réalisation fera deux étapes. Une première étape, c'est une électrophorèse normale. Une deuxième étape, c'est une immunodiffusion. C'est une immunodiffusion simple. On reprend. Dans une plaque, on met un gel d'agarose qui est vierge, c'est-à-dire non incorporé. On va mettre dans un premier puits le sérum du patient et dans le deuxième puits, on va mettre un sérum humain normal. On va appliquer un champ électrique. Les protéines du sérum du patient et les protéines du sérum humain normal, les deux vont migrer selon leur charge et leur taille. Ça, c'est la première étape qui est l'électrophorèse normale. On fait une électrophorèse pour le sérum du patient et pour le sérum humain normal. La deuxième étape, on va mettre sur la ligne médiane, au niveau de la ligne médiane, on va mettre une solution d'anti-sérum humain normal. La solution d'anti-sérum humain normal fera des anticorps pour toutes les protéines présentes dans le sérum humain normal. Qu'est-ce qu'on aura comme résultat? Les protéines présentes le sérum humain normal ou le sérum du patient vont diffuser. Par exemple, on aura par exemple la bêta-lipoprotéine, le sérum, et on a la solution, les anticorps anti-sérum normal, on a l'anti-bêta-lipoprotéine. Ils vont diffuser, et on aura la formation de lignes de précipitation. Ça, c'était la deuxième étape. Donc, quel est l'intérêt de le principe? D'abord, le principe c'est une immunodiffusion au milieu gélifié. C'est une technique, bien sûr, pulsée par un champ électrique. C'est une électrophorèse, donc on doit appliquer un champ électrique. Et c'est une technique qui est semi-quantitative. Donc, les applications TAHA, c'est d'abord l'étude semi-quantitative des concentrations, c'est-à-dire, par exemple, normalement, on aura la formation de lignes de précipitation de part et d'autre. Les lignes de précipitation doivent être symétriques. Si on a une densité plus importante, la partie, le sérum du patient, on déduit, par exemple, si on a une accentuation de la ligne de précipitation, par exemple, la région de l'alpha 2 macroglobuline. On déduit que le sérum du patient contient une concentration plus élevée de l'alpha 2 macroglobuline par rapport au sérum humain normal.
Donc c'est pas une étude quantitative, on ne peut pas déterminer la concentration de l'alpha de macroglobulines le sérum le patient, mais on peut déduire que la concentration elle est plus élevée que la normale. Donc on dit que c'est une étude semi-quantitative des concentrations. La deuxième application, c'est l'identification et le typage d'un composant monoclonal. Je vois le composant monoclonal. Le cours les syndromes lymphoprolifératifs, comme j'ai déjà dit, on va voir que fait de les syndromes, on aura l'augmentation d'un seul type, par exemple, d'immunoglobulines. Par exemple, un syndrome lymphoprolifératif, on aura euh, euh, l'augmentation de la concentration d'IgM. L'IgM, c'est un composant monoclonal. La technique d'immunoélectrophorèse va nous permettre d'identifier un composant monoclonal. إذا لقينا l'accentuation تاع la ligne de précipitation dans la région par exemple تاع l'IgA, on déduit qu'il existe un composant monoclonal dans le sérum. Elle permet également le typage, c'est-à-dire on peut connaître le type de le composant monoclonal. Est-ce que c'est une IgA ou là c'est une IgM ou une IgG, etc. Donc c'était la première technique, l'immunoélectrophorèse. Maintenant on verra l'immunofixation. L'immunofixation également fera deux étapes. Première étape et deuxième étape. La première étape, on va mettre dans des plaques différentes, on va mettre le sérum du patient. Et puis, on va, euh, on va déposer le sérum du patient. Non, c'est la ligne des. On va faire la première étape une électrophorèse normale. Donc, la première étape qui m'a l'immunofixation, qui m'a l'immunoélectrophorèse. La première étape, c'est toujours une électrophorèse normale des protéines du sérum. On aura la formation des bandes selon la concentration les protéines fatigue la région. La deuxième étape, on va rajouter des anticorps monospécifiques. La première plaque, on va mettre des anti-chaînes lourdes, des anti-chaînes lourdes gamma. Le deuxième, des anti-chaînes lourdes alpha, des anti-chaînes lourdes mu, des anti-chaînes légères kappa et des anti-chaînes légères lambda. Les anticorps et les antigènes vont diffuser. On aura la formation de lignes de précipitation. Par exemple, si on a la formation d'une ligne de précipitation, la plaque, les anticorps anti-chaîne lourde gamma ou les anticorps anti-chaîne légère kappa, on déduit que le composant monoclonal est une immunoglobuline dont la chaîne lourde est une chaîne lourde, bien sûr gamma, et la chaîne légère c'est une chaîne légère kappa. Ça, c'était la technique de réalisation. Donc, l'application de l'immunofixation, également, c'est l'identification et le typage d'un composant monoclonal. Surtout le typage. La technique d'immunoprécipitation, elle est plus spécifique et elle est plus sensible que l'immunoélectrophorèse. L'immunofixation, l'immunoélectrophorèse نقدروا نعرفوا بها برك اسكو سي IgA ولا IgM ولا IgG. في l'immunofixation راح نقدروا نعرفوا باللي سي une IgA عشان légère عشان lourde ولا c'est une immunoglobuline عشان lourde gamma et c'est une immunoglobuline عشان légère kappa ولا عشان légère lambda. Donc ça c'était l'application تاعها, mettre en évidence et préciser le type d'une immunoglobuline monoclonale. Le principe تاعها, c'est on a dit c'est une immunoprécipitation en milieu gélifié qui est pulsée par un champ électrique puisqu'on a l'étape de l'électrophorèse, et c'est une technique qui est
qualitative, elle ne permet pas de détecter la concentration des composants, le composant monoclonal plus sérum. On a vu l'immunoélectrophorèse, l'immunofixation, il nous reste l'immunosélection. L'immunosélection, la méthode ou la technique de réalisation, on va mettre, cette fois-ci, le gel sera incorporé. Les deux premières techniques, immunoélectrophorèse et immunodiffusion, le gel il était vierge. Là, le gel il est incorporé par des anticorps anti-chaîne légère kappa et lambda. Et on va mettre le puits central, ou dans un puits, on va mettre le sérum du patient. Le sérum du patient, les immunoglobulines entières, les kinines, le sérum du patient vont migrer le gel, le gel puisqu'il contient des anticorps anti-chaîne légère kappa et lambda, et on aura la formation d'obus ou de roquet. On aura la formation d'obus puisque la réaction elle est pulsée, elle est accélérée par un champ électrique. Si elle n'était pas accélérée par un champ électrique, on aurait avoir des anneaux de précipitation. Donc, puisque c'est une technique pulsée, on aura la formation de roquets, des lignes de précipitation sous forme de roquets. Ça, c'était la première étape. L'immunosélection thermique a deux étapes. La première étape, donc, c'était une immunodiffusion pulsée. La deuxième étape, dès la première étape, on a éliminé les antigènes entières. On a des anticorps antigènes légères kappa et lambda. On a éliminé les antigènes, les immunoglobulines entières, les kinines, le sérum et le patient. La deuxième étape, on va mettre sur la ligne médiane, on va mettre des anticorps anti-chaînes lourdes. Donc, puisqu'on a éliminé les immunoglobulines entières, si on aura la formation d'une ligne de précipitation entre les antichaînes lourdes et le sérum, maintenant il existe des antichaînes lourdes libres le sérum de le patient. La technique d'immunosélection, elle est faite à deux étapes. Donc, l'intérêt ou l'application de la technique, c'est la recherche de la maladie des chaînes lourdes libres. La maladie de chaîne lourde est une maladie où on retrouve des chaînes lourdes, principalement de type alpha, le sérum. Donc, c'est l'application TAHA. Le principe TAHA, avec l'application recherche de la maladie des chaînes lourdes, alpha le plus souvent, plus rarement gamma ou mu. Donc, la technique d'immunosélection. C'est une technique d'immunoprécipitation au milieu gélifié qui est accélérée par un champ électrique. Le gel fait le cas, il sera incorporé et c'est une technique qui est qualitative et non quantitative. Ça, c'était les techniques d'immunoprécipitation. J'espère que c'était clair. Si vous avez aimé la vidéo, laissez un j'aime, un commentaire. Merci pour votre attention.